Dans cette réserve sud-africaine, une femelle rhinocéros vient de donner naissance à son petit. Seulement voilà, celui-ci était à peine sur ses pattes qu'il s'est retrouvé prisonnier dans la boue. Heureusement, 3 gardes ont assisté à la scène, mais il leur est impossible d'intervenir tant que la mère reste à ses côtés. Elle prendrait cela comme une agression et pourrait les attaquer à coups de corne. Au bout d'un certain temps, ils décident d'agir. L'un d'entre eux tente d'attirer la femelle afin que les autres puissent libérer le petit en toute sécurité. Mais la réaction tant redoutée ne se fait pas attendre. La mère furieuse fait demi-tour, prête à charger les 2 intrus. Deuxième essai. Cette fois-ci, il profite de son absence pour y retourner à 3. Tant bien que mal, ils parviennent jusqu'à lui, mais là encore, ils n'ont pas le temps d'intervenir. La femelle fonce sur eux, plus menaçante que jamais. Une naissance chez ce mammifère en voie d'extinction est un événement précieux. C'est pourquoi les volontaires ne peuvent se résoudre à abandonner le nouveau-né à son triste sort. Munis d'une corde, ils réitèrent courageusement leur tentative de sauvetage. Ils ont eu raison de persévérer car enfin, ils réussissent à le sortir de la boue. Mission accomplie, maintenant tous aux abris. Quelques secondes plus tard, la femelle retrouve son petit, groggy, étourdi, mais sain et sauf. De loin, nos 3 héros assistent satisfaits à ces émouvantes retrouvailles. Dans le monde de l'illusion, Robert Galloup est désormais une référence incontournable, le digne descendant du célèbre Houdini. Son dernier tour est une combinaison de parachutisme, d'évasion et de moyens techniques ultra modernes. Il y a une grande différence entre la magie et l'évasion. Même si je suis un magicien, mon nouveau défi, le saut de la mort, est avant tout une véritable évasion. Il n'y a aucun truc, aucune illusion. J'ai toujours été très fan de Houdini. Dans son domaine, il a été un vrai précurseur. Je me suis souvent demandé ce qu'il ferait aujourd'hui s'il était encore en vie. Je sais qu'à l'époque, il s'échappait d'une caisse alors qu'il était menotté et ligoté dans une camisole de force. Je me suis dit que ce serait génial de refaire le même numéro, mais cette fois en plein ciel. Bref, qu'on me jette d'un avion. Pour cette nouvelle aventure, Robert s'est entouré d'une équipe de spécialistes, des cascadeurs, des techniciens, sans oublier des parachutistes. Des mois de préparation ont été nécessaires pour concevoir la cage idéale, mais aussi pour paramétrer avec précision chaque détail. Les répétitions les ont parfois confrontés à de véritables casse-têtes qu'il a fallu résoudre pour assurer à Robert une sécurité optimale. Aujourd'hui, il se sent enfin prêt à tenter ce pari audacieux. Tous ceux qui sont à l'origine de ce projet totalement fou prennent place à bord de l'appareil. Pendant le vol, tout le monde équipé d'oxygène se recueille, se concentre. Le magicien se conditionne mentalement, il s'entraîne une dernière fois en silence à effectuer les gestes qui lui permettront de se libérer. Arrivé à 5000 mètres d'altitude alors que Robert s'installe sur le bord de la cage, l'ouverture de la trappe de l'avion est actionnée. Un ultime signe d'encouragement à chacun de ses partenaires avant de déclencher le chronomètre. Cette fois, le numéro peut commencer. La présence d'un policier est indispensable pour authentifier l'exploit s'il est réussi. C'est pourquoi l'officier Brown passe des menottes autour des chevilles et des poignets de Robert. Puis, les assistants l'enferment dans un gros sac postal cadenassé. Brown referme la porte métallique sur laquelle est fixé le parachute ventral du magicien. Le moment est crucial. 3 parachutistes équipés de caméras se jettent dans le vide avec la cage. Désormais, Robert Galloup n'a que 50 secondes pour se libérer, enfiler son parachute et sortir de la cage. Tout ça à une vitesse de chute de 200 km/h. Personne ne sait comment il fait. Ce qui est en train de se passer à l'intérieur de ce sac est top secret. Après s'être contorsionné dans tous les sens, Robert apparaît enfin. Il ne lui reste que très peu de temps pour récupérer son parachute ventral et sauter. Rien n'est joué, il peut malheureusement encore échouer. Le sol se rapproche et là, il vient de dépasser le temps prévu. L'illusionniste s'acharne sur la dernière serrure et enfin, il parvient à faire glisser la porte. Il lui faut désormais enfiler son parachute.
À 1500 mètres d'altitude, Robert Galloup s'élance dans le vide. Il vient de réussir une évasion extrême. Depuis ce jour, il a présenté ce numéro inédit, ce grand moment de suspense dans plus de 22 pays. Et selon lui, à chaque fois, il vit quelque chose d'indescriptible. À Reine de Calaspera en Espagne, plusieurs matadors affrontent un taureau sauvage d'une demi-tonne. Alors que le spectacle bat son plein, l'animal échappe subitement à ses assaillants. D'un seul bond, il franchit la barrière et atterrit sur le public terrifié. Dans la région d'Arles, où le taureau est une tradition, tous sont unanimes. Cette scène est exceptionnelle. Même pour Guy Lapère, qui est éleveur manadier à la tête de 300 taureaux. Depuis 50 ans, il vit avec eux une véritable passion. Ce sont des taureaux Camargue. Vous voyez, ils ont les cornes en l'air. Et alors que le taureau espagnol a les cornes en bas. Et à Calaspera, c'est un taureau espagnol. Selon Marie-Sara, rare femme taureau qui a su s'imposer dans l'univers de la tauromachie, cette race-là a une redoutable réputation. Le taureau espagnol est super agressif, hyper méchant. Donc ils se battent entre eux, ils s'entretuent entre eux. Sur les gradins, les aficionados conscients du danger sont paniqués, et pour cause. Il faut dire qu'un taureau, ça tue. Un taureau, ça fait mal, c'est dangereux, ça tue. Le problème, c'est qu'un taureau qui voit des gens bouger autour de lui, il leur fonce dessus. C'est le seul animal de la planète, je crois, qui n'attaque pour rien. En effet, les tentatives de fuite des spectateurs excitent encore plus l'animal. À chaque seconde, leur vie est en danger. Car si Guy a pris l'habitude de marcher librement au milieu de son troupeau, il n'en oublie pas pour autant qu'un taureau en liberté devient une machine à tuer. Ce sont de bêtes sauvages, il faut toujours se méfier. De toute façon, quand on vous dit qu'ils sont braves, ils ne sont pas braves. On ne peut pas savoir ce qui peut arriver, parce que c'est très très dangereux. Un animal si dangereux qui attaque tout le monde, même son éleveur. J'ai une vache, elle m'a donné un coup de corne, mais ça arrive ça. Vous savez, un éleveur de taureau Camargue ou de taureau espagnol qui n'a pas de coup de corne, je ne connais pas. Hein. Mais comment ce taureau a-t-il réussi à sauter la barrière de protection? Vous ne savez pas l'agilité que ça, la souplesse que ça a, un taureau. Mais c'est impensable, c'est impensable. Ça peut sauter à 2,50 m un taureau. C'est une bête sportive. Toute la journée, ils font des kilomètres. Hein. Lancer sur une ligne droite, ça va plus vite qu'un cheval au galop. Si un taureau est capable de sauter 2,50 m, alors pourquoi la hauteur standard des barrières est-elle de 1,40 m? Est-ce suffisamment élevé? C'est suffisamment élevé. Normalement, ça n'arrive jamais. Enfin, il faut quand même que l'homme puisse les sauter aussi s'il y a un problème. Contre toute attente, après de longues minutes et sans avoir blessé personne, le taureau retourne sur la piste de la même façon qu'il en était sorti, par un saut majestueux. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de blessés. Un miracle. Après cette petite escapade dans les gradins, le taureau a continué la corrida, comme si rien ne s'était passé. Le bull riding est une discipline extrême réservée aux cow-boys avertis ou bien aux amateurs totalement inconscients. Le règlement de l'épreuve diffère selon les régions, mais dans les compétitions officielles, les participants doivent chevaucher pendant 8 secondes une bête déchaînée en se tenant avec une seule main. Maintenant, c'est au tour du cavalier Wayne Tazaka. Dès l'ouverture du corridor, le taureau de 900 kg se met à bondir furieusement. Bien que la position de Wayne soit parfaite, il est très vite désarçonné. Mais une fois à terre, le cow-boy devient une cible facile pour l'animal. Il le charge violemment à plusieurs reprises. Et c'est seulement grâce à l'intervention des clowns que Wayne peut enfin échapper à la colère du taureau. Un face-à-face qu'il n'est pas prêt d'oublier. J'entendais beaucoup de bruit autour de moi. On me criait de me relever, mais c'était très confus. C'est vraiment une expérience choquante. Je n'ai aucune envie de revivre ça. Wayne n'a pas été blessé. Son gilet matelassé a bien amorti les coups de corne. Le circuit automobile de Riverside sert aujourd'hui de décor à Danny Wade, un cascadeur réputé pour son incroyable audace. Des centaines de fans sont venus applaudir sa dernière prouesse. Tracté par une moto, Danny, roller au pied, doit prendre de l'élan sur un tremplin, décoller et traverser une plaque en feu.
Bref, un programme plutôt alléchant pour ce public californien. Un journaliste chargé de couvrir cet événement local s'approche pour interviewer le casse-cou. Je ne suis pas un professionnel du roller, je suis juste un cascadeur. Torche à la main, un technicien enflamme la planche de bois. Pendant ce temps, une caméra filme Danny qui rejoint difficilement son point de départ. Il ne pratique pas le roller, mais apparemment pour lui ce n'est qu'un léger détail. Sauf que cette fois, son exploit va tourner au fiasco. Au ralenti, son amateurisme est assez flagrant. Arrivé au sommet de la rampe, Danny a perdu l'équilibre et s'est envolé n'importe comment. Aussitôt, ses acolytes se précipitent à son secours. Après quelques secondes, Danny se relève péniblement. Puis il est assailli par les questions du journaliste. Danny, comment vous sentez-vous? J'ai mal au coude. Le cascadeur est sur le point de s'évanouir car il souffre d'un bras cassé. Une blessure et un échec, ça fait beaucoup dans la même journée. Mais malgré tout, il a l'intention de recommencer. André Hartmann vit à Gans Bay en Afrique du Sud. Et cet homme est le seul au monde à pouvoir jouer avec les requins. Les premières fois où j'ai vu André plonger, s'accrocher au requin, j'ai dit mais il est fou. Il est fou complet. Les dents des requins blancs, c'est des dents V, et les deux côtés, c'est réellement des lames de rasoir. C'est-à-dire que vous prenez, vous coupez du papier sans aucun problème. Benoît Multinier est réalisateur. Pendant 3 mois, il est l'un des seuls Français à avoir suivi et filmé André Hartmann. À son contact, il a appris que ce dernier est tout sauf irresponsable. Au contraire, s'il réalise des actes exceptionnels, c'est grâce à une connaissance sans limite des requins. C'est pas un casse-cou. Il connaît sa marge de sécurité, il se fie énormément à son instinct, et son instinct, il a quand même été généré par une expérience. Si c'était un casse-cou, je crois qu'il aurait soit plus de main, soit il serait plus de notre monde. Et Hartmann n'a pas le droit à l'erreur. Plusieurs fois par jour, il affronte des requins de 800 kilos, longs de 4 mètres, qui n'éprouvent ni pitié, ni amitié. C'est toujours des requins différents. Puis je dirais que c'est presque mieux. Parce qu'un requin qui s'habitue, là, ça peut devenir un animal vicieux ou dangereux. Pour approcher les requins, Hartmann doit naviguer dans des mers déchaînées au creux de 4 mètres. Cette forte houle est due à la réunion de l'océan Atlantique et de l'océan Indien. Dans cette zone, la présence des squales est permanente. Et pour les faire venir, le maître a sa technique. Pour attirer le requin, il s'amuse avec une fausse otarie en mousse qui tire derrière le bateau pour le faire sauter. Et c'est avéré plusieurs fois qu'ils ont retrouvé une dent plantée dans le bloc de mousse. Plus grave encore, les requins venaient mordre l'hélice du bateau. Et paradoxalement, c'est grâce à cela que tout a commencé. Il a essayé au départ de ce qu'on appelle le déborder, c'est-à-dire de le repousser, de l'empêcher de toucher le bateau. Et bien entendu sans aucune protection. Mais très vite, il a réalisé que ce geste avait un effet bien particulier sur l'animal. Quand quelqu'un vous met un doigt sous le nez, vous vous apercevrez que systématiquement vous ouvrez la gueule. C'est-à-dire c'est une réaction de défense. Après des années d'expérience, l'incroyable se produit. André Hartmann ne se limite plus à caresser les requins blancs de son bateau. Aujourd'hui, il nage avec eux et sans cage. Là, carrément, il s'accroche à l'aileron d'un requin qui vient de passer. Ça, jusqu'à présent, moi, j'ai vu que lui arriver à faire ce genre de choses. Actuellement, des scientifiques et des journalistes du monde entier se déplacent pour étudier le phénomène Hartmann. Et s'il joue les cobayes, c'est dans un but bien précis. Son objectif à lui, c'est d'enlever le mythe du requin blanc, d'arrêter cette idée des dents de la mer. Il faut quand même savoir qu'en un siècle, il n'y a pas eu plus de 80 morts dues au requin blanc. Lui, en fait, il promotionne une bestiole qu'il aime beaucoup. Et il réhabilite un animal qui, foncièrement, n'a pas l'agressivité et la volonté de détruire l'humain. Hawaï, c'est la référence en matière de surf, un site incontournable pour tous les amoureux de la glisse.
Certaines plages restent cependant réservées aux riders confirmés. Ici, les sauveteurs sont en permanence sur le qui-vive pour aller chercher les inconscients qui échouent face à la vague. Des murs d'eau impressionnants, celui-ci s'appelle le pipe. Le pipe, c'est comme si vous surfiez sur un immeuble de 3 étages qui risque de s'écraser sur vous. Ces vagues du Pacifique sont très puissantes. Lorsqu'elles se brisent sur vous, il est parfois impossible de s'en sortir. Aujourd'hui, David Nishimura, un jeune kneeboarder, va connaître l'enfer. Alors qu'il s'apprête à glisser sur la lèvre du spot, il perd l'équilibre. Le verdict est sans appel, David disparaît, avalé par la déferlante. Sa planche qui flotte à la surface est désormais l'unique repère des sauveteurs. Terry Achou, le pilote du jet ski, arrive très vite au niveau du surf, mais il ne parvient pas à remonter le jeune homme inconscient. Quelques secondes plus tard, Rick Williams, son confrère, le rejoint à la nage pour l'aider. J'ai dû plonger pour défaire le leash. Vous savez, la corde qui relie les surfeurs à leur planche. C'est la première chose à faire, car la planche vous complique forcément la tâche. Puis j'ai mis David à l'arrière du jet et j'ai dit à Terry de foncer. Je me souviens être tombé de ma planche et là, j'ai vécu l'enfer. En touchant le fond, je me suis même dit, cette fois c'est fini. J'ai essayé de remonter à la surface, mais une seconde vague m'est tombée dessus. J'ai été plaqué très violemment et là, je me suis évanoui. David est toujours présent sur les plages du nord de l'île. Comme les autres surfeurs, il n'a qu'un objectif, dompter les vagues. La 500 cm3, c'est la discipline reine de la moto. Véritable Formule 1 de roues, ces monstres sont pilotés par les meilleurs pilotes de la planète. Randy Mamola était l'un d'eux. Ce Californien a été 4 fois vice-champion du monde. Mais c'est en 1985 que le grand public va réellement le découvrir. Nous sommes dans les derniers tours des essais qualificatifs du Grand Prix de Saint-Marin, quand en plein virage, Randy perd le contrôle de sa moto. Aujourd'hui, il vit avec sa femme et ses 2 enfants dans la banlieue de Barcelone, où il a bien voulu nous accueillir. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ces images. Regardons-les ensemble et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Le parcours de Misano est un parcours très particulier que j'aime beaucoup. Cette longue courbe à gauche est mon coin préféré. Elle est très importante et il faut bien savoir la négocier. À cet instant, j'allais justement sortir de cette courbe quand soudain, la moto a dérapé, la roue arrière a glissé et la suspension s'est détendue. Quand la roue a repris de l'adhérence, l'amortisseur s'est brutalement comprimé et la moto m'a éjecté violemment vers l'avant. Comme vous pouvez le voir, ma tête n'était qu'à quelques centimètres seulement de la roue. À ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer ce qui allait m'arriver. Je ne pensais qu'à une seule chose, c'est que j'allais me crasher. En jargon motard, ce type d'accident s'appelle un high-side. Champion du monde 2000 en 250 cm3, Olivier Jacques a réalisé cette année sa première saison en 500. Le phénomène du high-side se passe généralement en sortie de virage, juste avant d'ouvrir les gaz. C'est ce que redoutent tous les pilotes, c'est la roue arrière qui perd l'adhérence et la suspension qui se détend jusqu'au moment où le pneu va retrouver de l'adhérence. C'est là où généralement les pilotes se blessent très fort. Vous êtes propulsé en l'air, il n'y a rien à faire, quoi. Une fois que vous êtes tombé de la moto, vous attendez que ça se passe. Ce jour-là, Randy aurait donc pu se faire très mal. Pourtant, regardez, il retombe sur les côtés et à plus de 140 km/h, il parvient à maîtriser son engin. Mes mains étaient en appui derrière mon buste. J'ai poussé pour essayer de me réasseoir, mais malheureusement, quand mes jambes sont retombées, elles n'ont pas trouvé la selle. J'ai vraiment eu de la chance qu'il n'y ait pas d'obstacle ou de mur devant moi, car la moto allait droit devant elle, et je ne pouvais rien faire pour la diriger. J'ai juste reposé tout le poids de mon corps sur le réservoir, et j'ai réussi à faire ralentir la moto progressivement. Les réflexes d'un athlète surentraîné peuvent en partie expliquer cet incroyable rétablissement. Mais pour Olivier Jacques, un autre facteur rentre en compte.
Ça, c'est vraiment un coup de bol qu'il a eu de rester à côté de sa moto, quoi. Là, il y a eu plusieurs phénomènes de chance. Le premier, c'est le fait qu'il reste accroché à son guidon, parce que ça permet d'absorber un petit peu l'énergie qui a tendance à vous faire monter à plus de 2 mètres du sol. Le deuxième fait, c'est qu'elle reste en ligne, donc elle reste sur ses 2 roues, parce que bien souvent, la moto tombe de l'autre côté. Et là, vous ne pouvez plus rien faire. Une fois que vous êtes par terre, c'est fini. Coup de chance ou pas, Randy Mamola est conscient que cet incident a largement contribué à sa notoriété. La raison, ces images ont fait le tour du monde. En termes de publicité, il est certain que cet événement m'a beaucoup aidé. Et puis vous savez, c'est la plus belle des récompenses quand quelqu'un vous dit « Oh, c'est incroyable ce que vous avez fait ce jour-là ». L'acrobate des circuits a arrêté la compétition depuis 12 ans. Mais il n'en est pas pour autant devenu raisonnable. Il a tenu à nous le montrer en nous emmenant sur un circuit automobile désaffecté. Et c'est à plus de 180 km/h que Randy Mamola nous prouve qu'il est toujours aussi funambule. Nous sommes en Tanzanie. Sur ce vaste plateau, de nombreux troupeaux de buffles et de gnous profitent ensemble de la végétation particulièrement abondante. Un tableau idyllique qui attire très vite une lionne affamée. Ça, c'est l'approche lente, elle fixe sa proie. Il ne s'agit pas de se tromper. Elle approche tout doucement. C'est impressionnant de voir qu'à quel point il y a une souplesse lente dans l'approche et une tension dans le regard. Regardez ça. Elle est prête à démarrer. Dès que la proie va commencer à courir, elle va partir parce qu'elle sait qu'elle a un temps assez court pour intervenir. Si elle a peu de temps pour intervenir, c'est parce qu'elle court vite, mais seulement sur une courte durée. Pour ne pas rater sa proie, elle a donc intérêt à s'en rapprocher le plus possible. Et là, elle vient de jeter son dévolu sur un bébé buffle. Quand on la voit qui s'approche du bébé, essaye de s'approcher du bébé buffle, c'est magnifique à voir parce que ce sont des machines de guerre, puisque les carnivores, pour vivre, sont obligés de manger des proies. Une proie sans défense. Sans pitié, la lionne se jette sur le petit buffle et ne lui laisse aucune chance. La lionne attaque un petit parce que c'est beaucoup plus facile. Un buffle, il faut se mettre à plusieurs, il faut vraiment qu'il soit affamé pour attaquer un très gros buffle. Mais si la lionne chasse, c'est parce qu'elle doit nourrir ses lionceaux. C'est pour cette raison que pour achever le bébé buffle, la lionne n'a aucun état d'âme. Mais la mère du petit réagit courageusement et n'hésite pas à porter secours à sa progéniture. La buffle, elle ne réfléchit pas un instant, son buffle est attaqué, elle y va. Chez les buffles, comme chez la lionne d'ailleurs, comme chez les singes, l'instinct maternel est très fort. Chez les animaux, tout est une question d'instinct. Et le problème est de savoir entre sa peur de la lionne et l'instinct maternel, lequel va gagner. Et là, cette lionne, elle a un instinct de chasse actuellement. Elle aimerait bien me manger. Mais la lionne n'est pas prête à renoncer à sa proie. Elle s'est accrochée à la gorge du petit et ne compte pas lâcher prise. La lionne attaque toujours à des endroits où on peut essayer de tuer vite. Alors, elle prend soit à la gorge, à la nuque, ou en cassant les reins. Si la lionne se retrouvait dans la position de la mère buffle, serait-elle elle aussi prête à se sacrifier pour son petit? Une lionne est-elle prête à mourir pour sauver son petit? C'est évident que oui, ça c'est certain. Les lionnes ont également un instinct maternel, pas seulement les buffles. C'est vraiment une règle dans la nature. Dans cette scène, l'instinct maternel joue un rôle essentiel. Malheureusement, la mère se retrouve toute seule pour affronter le fauve, car le troupeau, lui, ne manifeste aucune solidarité. À partir du moment où tel animal a été choisi comme proie, les autres s'écartent à peine. Ils ne sont pas concernés. Maman buffle, elle s'est sentie concernée. Et la femelle est prête à tout pour sauver son petit. À coups de pattes, à coups de tête, de son corps tout entier, elle y met toute sa puissance. C'est maintenant au tour de la lionne d'être en danger. Les buffles ont des cornes et surtout un coup, ils sont très massifs, ils pèsent des centaines de kilos. Et un coup de corne de buffle, ça vous évente comme un rien. La situation prend une tournure inhabituelle. La lionne est projetée dans les airs. Elle a tout d'abord une réaction de fuite, puis elle reste immobile, comme choquée. Et sous ses yeux, le petit se relève. Tant mieux pour lui, ça en est sorti grâce à maman.
Ce sont des images impressionnantes de la nature parce que c'est la règle du jeu, on doit se battre. Et on se bat pour la lumière quand on est une plante, on se bat pour survivre quand on est un buffle, pour manger de l'herbe, pour reproduire son espèce. Et puis il y a les lions qui sont là, il faut qu'ils mangent pour pouvoir assurer la viande à leurs petits. Tout le monde est dans l'obligation de vivre et de bien vivre. Ce jour-là, le petit buffle s'en est sorti in extremis. La région de Riggins dans l'Idaho est en pleine effervescence. Comme tous les ans au printemps, des centaines de touristes viennent assister à la course amateur de jet boat. L'équipage de Régine Cajoun est en tête depuis le début. Aux commandes, c'est Hank Gosnell, le propriétaire du bateau. Il fonce à plus de 160 km/h. Cependant, il aborde désormais la zone la plus critique du cours d'eau, une zone où la prudence est de rigueur. Hank ignorait qu'à cet endroit de la rivière Salmon, les rochers sont particulièrement nombreux et imposants. Grisé par la vitesse, il a manqué de vigilance et a mis ses deux coéquipiers dans une situation dangereuse. Hank est fou de rage, au bord de la crise de nerfs. Et ce n'est qu'un début, alors que le jet boat commence à s'abîmer, les trois hommes sont emportés par le courant. Cette baignade forcée dans l'eau glacée fut pour Hank un véritable cauchemar. J'étais épuisé, je n'arrêtais pas de trembler. Je ne pouvais même plus respirer. Ils ont dû me hisser hors de l'eau car je n'avais plus de force. Après avoir pris en charge les trois naufragés, les secours sont allés repêcher leur épave quelques heures plus tard. Sans cet accident, l'équipage de Régine Cajoun aurait certainement remporté l'épreuve et surtout le prix de la victoire, qui s'élevait à 5 800 €. Il y a quelques années, Kevin Major était spécialisé dans les cascades. Ce jour-là, sur la piste d'un petit aérodrome, il veut au volant de sa voiture tenter de battre le record du saut le plus long. Il doit arriver à 160 km/h et s'élancer sur cette rampe. Si tout se passe bien, il devrait atterrir 70 mètres plus loin. Tout a été conçu pour minimiser les risques, mais certains paramètres restent pourtant imprévisibles. C'est très dangereux, surtout au décollage. On ne peut pas savoir comment la voiture va réagir. Derniers encouragements avant de passer à l'action. Une ambulance est présente au cas où les choses tourneraient mal. Verdict dans quelques secondes. Le véhicule n'a pas atterri comme prévu puisqu'il s'est écrasé lourdement sur le toit. Il continue à glisser sur l'asphalte dans un vacarme assourdissant. Enfin, après plus de 200 mètres, l'épave s'immobilise. Les secours, la famille et les amis se précipitent aux côtés de Kevin, qui est sain et sauf, mais totalement abruti par l'impact. Je me souviens de m'être concentré sur la trajectoire. Mais après le décollage, c'est le trou noir. Je ne sais pas ce qui a pu se passer. Dans ce type d'exploit, l'atterrissage n'est absolument pas pris en compte. Et comme le saut était parfait, celui de Kevin a pu être validé. Il a ainsi battu le précédent record avec un saut de 74,60 mètres. En 1999, en Arizona, sur le lac Havasu, se déroulent les championnats du monde de jet ski. 24 des plus grands champions sont sur la grille de départ. Bon, c'est un peu l'endroit mythique du jet ski, où tout passionné a envie de s'y rendre, et c'est la course qu'il ne faut pas louper dans l'année en fait. Le slalom, c'est l'épreuve la plus difficile, la plus technique et parfois la plus spectaculaire. Mais sur un plan d'eau comme ça, avec toute l'expérience que j'ai, je me dis pas être le moins bon, moi j'y vais pas là. Et justement, alors que la course touche à sa fin, les deux favoris sont en tête. Plus qu'une dernière bouée avant le podium. Pour la franchir en premier, ils rivalisent d'audace et c'est l'accident. Pour mieux comprendre cet événement rarissime, nous avons rencontré Vincent Lagaffe, célèbre passionné de jet ski. Nous nous sommes également rendus au sud de Paris, à Villeneuve-le-Guyard. Là-bas nous attendait José Fernandez, le directeur du centre de jet ski, où les passionnés pratiquent sur un lac de 35 hectares. Parmi eux, Jean-Marie Garcia, non seulement champion d'Europe, mais aussi témoin de la scène. Il nous raconte ce qu'il a vu lors de ces championnats du monde. Au moment des faits, moi je me trouvais dans les tribunes, j'ai vu ça et bon, tout le monde a... Donc ça a été assez spectaculaire en fait. Spectaculaire car les conditions climatiques étaient en effet exceptionnelles. La veille, dans la nuit, il y a eu un tremblement de terre. Et donc suite à ça, il y a eu une très grosse tempête. Et bon, il y avait vraiment des vagues. Et donc 10 grosses vagues, 10 grosses difficultés.
Parmi les concurrents est inscrit Dustin Farzing, un Américain multiple champion du monde. Son principal adversaire est un jeune Français, Nicolas Rius. Nicolas Rius, c'est le type qui a eu le plus de médailles en jet ski depuis la création de ce sport. En gros, il a été 8 ou 10 ans champion du monde incontesté, toute catégorie dans le monde entier. C'était le seul Français à arriver aux États-Unis et foutre la pétoche aux Américains parce qu'il leur bouffait tous les trophées sur leur terrain. Et pour le moment, c'est Rius qui mène la course. Nicolas Rius est en tête. Il va rater une bouée, donc on va le voir à l'écran. Il rate une bouée, donc il repasse devant la bouée, ce qui fait le perdre du temps. À ce moment-là, il s'est fait doubler par Dustin Farzing. À la dernière bouée, c'est donc Farzing qui est en tête. Lui, il est en avance. Il commence à se retourner une fois pour voir s'il peut prendre sa trajectoire. Rius accélère un peu trop fort sur une vague, il prend une mauvaise vague. Conséquence, le jet ski de Rius décolle à plus d'1,50 m. Le jet ski, ça ne marche que quand c'est sur l'eau, quand c'est en l'air. C'est comme une voiture, ça freine pas, ça se dirige pas. En voulant reprendre la première place, Nicolas Rius percute Dustin Farzing à 120 km/h. Mais pouvait-il seulement l'éviter ? C'est un pilotage qui est assez hargneux et bon, quand il y a 1 mètre entre le jet de Farzing et la bouée, il décide de passer, faut qu'il passe. Nicolas Rius est très connu pour ça, c'est s'il voit le moins d'entrebâillement possible dans une porte, il va passer. Il veut vraiment gagner cette course, mais malheureusement cette vague s'est trouvée au mauvais endroit au mauvais moment et ça l'a repoussé sur Farzing. Nicolas Rius, il joue pour la gagner. Il joue pas pour être 2e ou 3e, il veut être le premier. C'est vraiment un très grand pilote, c'est un mec très gentil, mais quand il est sur un jet, il débranche le cerveau, il met sur off et puis gaz. Car comme nous le montre Jean-Marie Garcia, un jet de course passe de 0 à 120 km/h en moins de 3 secondes. Ces jets s'apparentent à des Formule 1. Si la vitesse est un premier danger pour Farzing, le poids de la machine en est un second. Ça fait 250 kg. 250 kg reçus à 120 km/h, le public a imaginé le pire. Sur le moment, on a cru que vraiment Farzing s'était vraiment fait très très mal. Et pourtant, Farzing réapparaît tout de suite à la surface. En fait, quand le jet s'est posé sur Farzing, ça l'a en fait poussé vers l'extérieur. Donc il s'est retrouvé sur la droite du jet. Il a dû en prendre malgré le casque. En plus, il le voit arriver, il l'anticipe, il retient pas, il se laisse complètement partir. C'est ce qu'il faut faire. Moi, je l'ai vu après la course. Et bon, il était un petit peu râpé, mais il a pu reprendre les courses qui suivaient dans la journée. Il n'y a eu aucun souci, aucun danger. Si le drame n'a pas eu lieu, c'est que les jets sont pourvus de systèmes de sécurité draconiens, à commencer par l'hélice. Effectivement, il y a une hélice sur un jet, mais qui n'est pas apparente. Voilà, comme on peut le voir, il y a une hélice, mais qui est à l'intérieur, dans une turbine. Grâce à cette sécurité, Dustin Farzing a pu finir la course. Quant à Nicolas Rius, il a été disqualifié. Cet hélicoptère survole les Alpes néo-zélandaises à la recherche d'un tare, un animal majestueux appartenant à la famille des chamois. Cette espèce protégée vit dans une réserve en semi-liberté et dès que l'un d'eux s'échappe, tout est mis en œuvre pour le rapatrier. Et justement, à plus de 3000 mètres d'altitude, le fugitif est repéré. Aussitôt, celui-ci, effrayé par le bruit des pales de l'appareil, tente de s'enfuir. Afin de pouvoir le neutraliser avec un filet, le pilote n'hésite pas à voler au plus près du relief. Mais le tare court très vite, il dévale même avec aisance la pente abrupte. Puis, ralenti par la neige, il marque enfin une pause. Le tireur saisit cette opportunité pour le viser et réussit du premier coup à l'immobiliser. Tout de suite, il saute sur l'animal, désormais réduit à l'impuissance. Avec l'aide d'un autre sauveteur, il lui ligote les pattes avec une corde qui va être attachée sous l'hélicoptère. Suspendu, le tare s'envole désormais vers des plaines plus accueillantes. Cet animal en voie d'extinction bénéficie d'une attention permanente. Voilà pourquoi les Néo-Zélandais n'hésitent pas à déployer des moyens colossaux lorsque l'un d'eux s'enfuit dans une zone non surveillée. Au bout de longues minutes, le pilote commence sa descente et dépose doucement l'animal. Celui-ci ne semble absolument pas perturbé par cette promenade insolite. Au contraire, il manifeste une certaine impatience à retrouver sa liberté. Ces liens des faits, le tare s'empresse de fausser compagnie à ses sauveteurs.
En pleine course, le pilote Kenny Cagle au volant de la voiture 26 a un problème de moteur. Alors qu'il roule sur le côté pour rejoindre le paddock, un concurrent le percute à toute vitesse. Le véhicule de Kenny fonce contre la rambarde de sécurité et s'enflamme instantanément. Tout de suite, les spectateurs paniqués s'écartent du grillage pendant qu'un homme tente d'éteindre les flammes. Le vidéaste ne voit toujours pas Kenny dans l'objectif de sa caméra. Extincteur à la main, d'autres secours se précipitent en renfort. Quelques minutes plus tard, le pilote apparaît enfin escorté par ses équipiers. Et même s'il a l'air choqué, il est indemne. J'ai une petite brûlure là, mais c'est tout. Les organisateurs de la course ont dû faire évacuer l'épave de Kenny et faire nettoyer la piste avant de donner un nouveau départ. Californie, 14 octobre 2001. Sur le circuit de Laguna Seca se déroule la 19e manche du championnat kart, l'équivalent américain de la Formule 1. Moins perfectionné mais souvent plus rapide que des F1, ces monoplaces évoluent en alternance sur des circuits ovales ou comme ici, sur des circuits routiers. Laguna Seca, c'est un circuit qui est magnifique, qui est mythique aussi. C'est au bord du Pacifique, c'est vallonné et puis il y a beaucoup de sable, beaucoup de poussière parce que c'est des dunes en fait qui ont été transformées en circuit. Et c'est à l'entrée du deuxième virage au 66e tour que le pilote Oriol Servia freine trop tard. À plus de 170 km/h, il percute la monoplace qui le précède. Le problème des monoplaces est toujours le même. Comme les roues sont découvertes, il suffit qu'une roue touche la roue de l'autre voiture et en fait ça fait catapulte. Et les deux roues se montant l'une sur l'autre fait que la voiture part en vrille. Et quand la voiture retombe, son nez s'enfonce dans l'un des bacs à sable qui entourent le circuit. C'est une course qui était partie sur des bases un peu étranges parce qu'il y avait énormément d'accidents. Alors des petits accidents, des glissades, des sorties de piste. Et puis Oriol Servia, lui, ce qu'il a fait, c'est il y a Maurizio Gugelmin devant lui qui retarde peut-être un peu son freinage. Lui, peut-être pas assez vigilant. Il monte sur le pneu arrière de Gugelmin et à partir du moment où il est monté, c'est comme toutes les monoplaces, elle s'envole. Alors elle est montée très haut dans le ciel et surtout elle s'est replantée à l'aplomb, à la verticale dans le sable, comme un javelot disons qu'on lance et puis qui retombe tout droit dans le sol. L'onde de choc va ensuite projeter la voiture en l'air où elle va tournoyer avant de retomber sur ses roues. Nicolas Souchon a commenté en direct cet événement. Quand on a vu l'image, on était en direct, donc on ne savait pas ce qui s'était passé, on a eu peur. Moi, c'est la première fois que je vois une voiture qui retombe comme ça à la verticale. On a été très prudent parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui peut se passer dans un cockpit pour un pilote qui se plante dans le sol, qui remonte en plus et qui retombe? Malgré la puissance du choc, Oriol Servia est toujours conscient. La preuve, alors que les secours l'évacuent, il lève le pouce pour rassurer ses fans et sa famille. Le fait qu'Oriol Servia ait levé la main, c'est vrai que c'est très américain, mais c'est surtout pour rassurer tout le monde. Il rassure d'abord son écurie parce qu'ils sont dans les stands, ils ne sont pas proches de l'accident, donc ils ne savent pas vraiment ce qui se passe. Et quand on voit un pilote lever la main, ça veut dire qu'il est conscient et ça c'est déjà une très bonne nouvelle. À 27 ans, Oriol Servia court depuis 3 ans aux États-Unis. Ce talentueux pilote espagnol a débuté en Europe où il a côtoyé l'un de nos meilleurs espoirs, Sébastien Bourdet. C'est un hispanique, donc c'est quelqu'un qui a le sang assez chaud, je dirais, mais c'est quelqu'un de vraiment charmant. C'est quelqu'un de très intelligent puisqu'il a fait des études d'ingénieur en même temps que sa formation de pilote, donc il a très bien réussi dans les deux. Je pense que Oriol Servia est parti tout de suite aux États-Unis parce qu'il savait que ça serait très difficile pour lui d'aller en F1 et qu'il avait une chance de faire une belle carrière aux États-Unis. Et donc, je dirais que c'est un véritable choix politique. Il y a très peu de pilotes européens en kart. Une formule où les accidents sont beaucoup plus nombreux qu'en F1. Ici, le danger vient le plus souvent des circuits que des voitures. Sur la piste, la sécurité par rapport à l'Europe, c'est, je dirais, 30% de la sécurité qu'on a en Europe. Les circuits américains, et je le dis en vous regardant droit dans les yeux, sont hyper dangereux. Il y a des circuits où même les pilotes européens se posent la question à 2 fois avant de courir. Au niveau des dégagements de sécurité, vous voyez, il y a des barrières de pneus qui sont pas très loin de la piste. On a vu, par exemple, celui-ci, il sort pas fort, mais il y en a un autre qui prend un petit coup de roue et qui sort très fort directement à la pile de pneus. Mais grâce au progrès en matière de sécurité à bord des monoplaces, Oriol Servia s'en est sorti indemne. 15 jours plus tard, il était au départ de la course de Surfer Paradise en Australie. Voici Monty, un beau mâle de 25 ans, et voici Sharon, sa promise.
Tous deux sont pensionnaires au parc de Queensland en Australie. Son propriétaire, le célèbre Steve Irwin, doit orchestrer aujourd'hui une rencontre entre les deux sauriens. Cette rencontre donnera normalement lieu à leur premier accouplement. Comme ils vivent dans 2 enclos séparés, il faut tout d'abord les réunir. Muni d'une corde, Steve entreprend donc de neutraliser la gueule de Monty. Celui-ci manifeste très vite son mécontentement. Désormais, il est temps de passer à l'étape suivante. Une dizaine de soigneurs se jettent aussitôt sur le crocodile récalcitrant. Impossible pour lui de tenir tête à ses assaillants dans de telles circonstances. Monty est conduit sur le champ jusqu'à Sharon et une fois dans l'enclos, c'est elle qui va prendre toutes les initiatives. La femelle va en fait faire comprendre à Monty qu'elle l'attend. Elle va émettre des bruits qui sont le signal de départ. L'idylle commence maintenant, hors de l'objectif de la caméra. C'est une quête perpétuelle, une recherche du Graal. Le freeride, une philosophie, un état d'esprit, mais d'abord un ski extrême. Ça se pratique vraiment dans des endroits qui sont hors piste, certainement loin des domaines skiables, accessibles qu'avec des hélicos, à pied, des scooters des neiges, des choses comme ça. C'est jamais entretenu, jamais damé. Ancien membre de l'équipe de France de boss, Richard Gay est l'un des rares freeriders professionnels. Sur la France, déjà, il y a à peu près une centaine de freeriders qui font des compétitions. Il y en a, je pense, à peu près une vingtaine aujourd'hui qui sont professionnels, donc qui vivent de ça. Ils sont moins de 1000 dans le monde à monnayer leur talent de glisseur. Terrain de leurs exploits, ces montagnes et ces pentes qui font froid dans le dos. Ça oscille entre 45 et 35 degrés d'inclinaison, donc c'est des pentes qui sont très très raides déjà. C'est des pentes qui font à peu près 800 mètres de dénivelé. 800 mètres jalonnés d'obstacles naturels dont les skieurs se servent pour exécuter leur figure. À chaque fois, il y a des sauts. Ensuite, la hauteur des barres, elle peut varier de 3 jusqu'à... On a vu des choses relativement folles. Ça peut monter jusqu'à 30 mètres sans problème. Alors, sur un tracé où la vitesse ne compte pas, les freeriders notés par un jury empruntent le parcours de leur choix. Ils se basent donc sur le style des participants, la fluidité, la manière dont ils vont aborder leur parcours, le choix des obstacles et de quelle manière ils vont arriver à passer les obstacles. Est-ce qu'ils vont se gameler à chaque fois ou est-ce qu'ils vont passer sans problème? Et ce jour-là, au sommet, un problème, il va y en avoir un gros. Le jury, comme le public, va en effet assister à une descente infernale. Après la traditionnelle dépose en hélicoptère, les concurrents étudient une dernière fois la descente. Puis c'est le départ, les premiers virages, les premiers rochers, sur une piste qui, pour ce compétiteur, va très vite se transformer en cauchemar. Il ne sera resté que quelques secondes sur ses skis. La chute est sans fin. Décryptage. Il fait vraiment une toute petite faute technique. C'est à ce moment-là, voilà, exactement à ce moment-là. C'est-à-dire quand il engage le virage, il n'est pas assez sur ses 2 pieds et il est un tout petit peu trop en arrière. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il a beaucoup trop de poids sur son pied aval et ça l'assoit dans ses skis. Donc ça le met vraiment en position arrière et là, après, il tombe vers l'extérieur. Résultat, la chute ne fait que commencer. On voit qu'il chute, allez, je vais dire, à bout de 10% à peu près de la pente. C'est évident que c'est le pire moment. Le pire reste à venir. Il lui reste à peu près 400-500 mètres de dénivelé à faire. Et bon, là, il peut se passer énormément de choses. Et la première, c'est de déchausser ses skis malgré les fixations serrées à l'extrême. Quand il perd un ski, c'est comme si un pilote de Formule 1 perd une roue. C'est exactement le même principe. Il a plus moyen de contrôler ce qu'il fait. Impuissant, incapable de se stopper, tel une marionnette, ce skieur dévale. La piste défile, les rochers menacent, et pourtant... Alors, il y a un moment où il a vraiment beaucoup de chance dans sa descente, c'est exactement à ce moment-là. Parce qu'en fait, c'est là où, je dirais, il y a la plus grosse rupture de pente, et c'est là où il s'éloigne le plus de la pente. Donc, la chute est quand même relativement haute, il y a à peu près, je pense, une bonne quinzaine de mètres, et la grosse chance qu'il a, c'est de retomber vraiment le long des rochers. Je pense qu'il est tombé à moins d'1 mètre des rochers. Il n'a donc jamais frappé la roche, il l'a seulement effleurée. C'est indéniablement ce qui l'a sauvé. Après une interminable descente où il a largement eu le temps d'imaginer le pire, il va enfin s'arrêter. Le bilan est éloquent, il n'a rien, ou presque rien. Lorsque j'ai commencé à dégringoler, j'ai su que je n'avais aucune chance de m'arrêter. Mais bon, tout va bien et je m'en suis sorti. J'ai juste eu mal au genou, mais donnez-moi quelques semaines et je serai de retour. Insatiables, incorrigibles, les freeriders ne s'arrêtent pas à ce genre d'incident de parcours.
Aussi, il a tenu parole dès la compétition suivante. Il était de nouveau sur ses skis, prêt à affronter les dangers de la nature. Phil Dion et ses amis sont de très bons skieurs, seulement voilà, ils ont une curieuse obsession, la glisse sur rampe. La plupart de leurs tentatives échouent et pourtant, inlassablement, de jour comme de nuit, ils s'entraînent à dévaler escaliers et rampes. Utiliser des équipements urbains demande une certaine technique, mais avant de la maîtriser, mieux vaut savoir encaisser les coups. Ce n'est pas ce jeune homme qui pourra dire le contraire. Au ralenti, on imagine aisément à quel point sa chute a été brutale. Malgré cet incident mémorable, il ne s'est pas découragé. La preuve, après un apprentissage douloureux, il atteint enfin son objectif. Cette maison de Louisville dans le Kentucky est ravagée par le feu. Il y a quelques minutes, un simple court-circuit a provoqué l'incendie. À l'extérieur, les pompiers tentent de venir à bout du sinistre. Parmi eux, Steve Serrat. Alors qu'il tente de sauver le haut vent des flammes, celui-ci se décroche subitement. Steve s'est laissé surprendre. Il était loin d'imaginer que le toit allait lui tomber dessus. Désormais, il est coincé sous la masse fumante. Aussitôt, ses confrères se dépêchent pour le libérer. Son équipement l'a heureusement protégé d'éventuelles brûlures, mais il souffre de la jambe. Quelques semaines plus tard, Steve Serrat revient sur cet incident, plutôt rare. J'ai donné 3 coups sur le toit et au 3e, tout s'est effondré. J'ai eu de la chance car je n'ai eu qu'une jambe cassée. Anthea Turner est présentatrice à la télévision britannique. Ce soir, elle anime avec plusieurs confrères un grand show diffusé en direct. Son rôle consiste à faire découvrir au public les coulisses du spectacle entre chaque numéro et à présenter des jeunes artistes encore méconnus. L'émission touche à sa fin et Anthea est en train d'annoncer une cascade moto avec effets spéciaux quand soudain, le cascadeur attendu est parti 1 seconde trop tôt. Sa moto a déclenché une explosion qui a touché l'animatrice. Un accident sans gravité qui prouve qu'en direct, il est impossible de tout contrôler. Mark Gomez présente une émission diffusée sur une petite chaîne câblée dans l'État du Michigan. Le concept est simple, faire découvrir au public les merveilles de la nature. Au sommaire aujourd'hui, une partie de pêche sur le lac Pontiac. Mark travaille avec une équipe réduite au strict minimum, Denis le caméraman et John l'ingénieur du son. Les 3 collaborateurs s'accordent une petite pause avant d'enchaîner le plateau suivant. Alors que Denis profite de ce moment pour effectuer quelques réglages, un avion de tourisme apparaît dans son objectif. Il semble en difficulté car il décroche de l'aile droite puis de l'aile gauche. Son pilote veut sans doute tenter le tout pour le tout. Mark et son équipe sont pétrifiés par la violence du crash. Il leur faut quelques secondes pour réagir. Tout en s'approchant de l'épave, le caméraman continue de filmer. Il zoome sur le cockpit. À l'intérieur, les 3 passagers ne donnent aucun signe de vie. Les propriétaires de la maison située sur la berge sont les premiers à arriver jusqu'aux victimes. Immédiatement, ils décident de ne pas attendre les secours pour intervenir. Et malgré leur inexpérience en matière de sauvetage, les hommes adoptent la bonne technique. Ils ont su utiliser la portance de l'eau pour faire glisser les victimes. Ils ont fait un super boulot. À ce moment précis, le sauveteur John Holland n'est toujours pas sur les lieux. Mais grâce au bon sens des volontaires, les 2 passagers de l'avion se retrouvent bientôt allongés sur la berge. Il ne reste plus qu'Eli Rapaport, le pilote. L'état de ce dernier semble plus inquiétant. L'équipe médicale qui prend enfin le relais lui en serre le cou avec une minerve avant de procéder à son évacuation. Ce jour-là, j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai eu aussi une sacrée guigne. J'ai été victime d'une panne moteur en plein ciel et il m'a été impossible de garder le contrôle de l'appareil et d'atterrir normalement. Mais j'ai survécu. Personne n'a paniqué, tout le monde est resté calme et silencieux. Moi, j'étais aux commandes et j'ai fait ce que j'ai pu. C'est toujours douloureux pour un pilote de crasher son avion, même s'il a réussi à sauver la vie de ses passagers.
Certains base jumpers aiment tout essayer, tout tenter, surtout les défis les plus insensés. Sauter à l'intérieur d'un pont, c'est leur dernière trouvaille, leur dernière folie. Caméraman professionnel, Jason Bell est un inconditionnel du base jump. Aujourd'hui, c'est sur ce pont isolé dans la campagne américaine qu'il a donné rendez-vous à ses amis. À tour de rôle, ils s'élancent dans le vide. Seulement cette fois, la difficulté ne s'arrête pas là. Leur chute s'effectue à travers les poutres métalliques du pont. À chaque seconde, ils risquent de les percuter. Là, on voit, il rentre un petit peu son bras pour pas toucher la poutrelle. Donc c'est chaud parce qu'il est à l'intérieur de la structure, mais c'est chaud aussi parce qu'apparemment le pont il n'est pas à 3000 mètres au-dessus de la rivière. En effet, le pont est situé à 100 mètres au-dessus du sol, car les base jumpers sont constamment en quête de nouvelles sensations. Philippe Mauduit nous explique cette recherche perpétuelle du grand frisson. Tu as les pieds sur la structure, à un moment tu pars, et c'est très fort au niveau des sensations, quoi. C'est toujours aller au-delà, trouver un spot, un pont, une falaise, et voilà, quoi, c'est s'amuser avec ça. C'est une activité à risque. L'ouverture d'un parachute, c'est pas quelque chose d'exact au mètre près. Donc c'est extrêmement difficile de dire à coup sûr, je pars à 80 mètres, mon parachute sera ouvert avant que je touche le sol. C'est l'une des raisons pour lesquelles le base jump n'est pas reconnu au sein de la Fédération française de parachutisme. De plus, d'après Jean-Marc Serin, les risques ne s'arrêtent pas là. Aujourd'hui, en matière de parachutisme, pour sauter en parachute, il faut 2 voiles. Il faut un parachute principal et un parachute de secours. Comme vous le voyez sur ces images, ils n'ont qu'un sac avec une seule voile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voile de secours. Cependant, s'ils n'ont pas de voile de secours, les base jumpers ont une explication. Il n'y a aucun intérêt à en avoir 2. Tu n'aurais pas le temps de faire action secours. Pas le temps d'ouvrir une voile de secours car les chutes sont trop courtes. Alors, les base jumpers sont-ils les inconscients du parachutisme ? Je ne pense pas qu'ils soient inconscients, au contraire, ils ont l'air très sûrs de leur technique. Et puis le résultat le prouve, puisqu'on les voit passer parfaitement bien entre la structure métallique. Non, au contraire, ce ne sont pas des inconscients, ce sont des gens qui ont bien étudié leur coup. Même s'ils pratiquent avec vigilance, les base jumpers relèvent des défis de plus en plus dangereux, à tel point que la loi a sévi. Mais pour autant, le base jump est-il aujourd'hui interdit ? C'est pas le sport qui est interdit, c'est l'utilisation des sites qui peut parfois poser problème. Une interdiction sans conséquence, puisque la philosophie actuelle prône la recherche de lieux naturels et isolés. Les purs et durs disent toujours que c'est un mode de vie pour eux, c'est vraiment un état d'esprit, une approche particulière. Le principe noble du base, c'est que c'est la démarche d'aller trouver tes spots. Souvent, tu vas consacrer un week-end ou davantage à aller faire du repérage. Ta récompense, c'est de te trouver un beau spot et puis d'en sauter, quoi. Et après, il y a ce grand moment où qui est inqualifiable. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça. En réalité, les base jumpers sont la plupart du temps des parachutistes d'exception. Et pour eux, ce sport ne se résume pas à défier la mort. Nichées au cœur de la forêt tropicale, les chutes de Howick sont considérées comme un monument national en Afrique du Sud. Une légende dit même qu'un monstre repoussant se dissimulerait dans ce fleuve. Un touriste américain, Jeb Corliss, a décidé de profiter de son passage dans la région pour faire un petit saut en base jump. Sans aucune hésitation, à 100 mètres du sol, il s'élance. Mais très vite, il se dirige vers l'impressionnante cascade. Puis il disparaît derrière le mur d'eau. Avec son objectif, son ami tente de le localiser. Le base jumper apparaît enfin. Grâce au courant, il vient de s'échouer sur la rive. À l'instant même où je me suis jeté dans le vide, j'ai compris que j'allais avoir des problèmes. J'ai ouvert mon parachute et là, je me suis senti violemment aspiré par la cascade. L'attraction était si forte. Je me suis alors retrouvé entre la chute d'eau et la paroi. J'ai percuté quelques rochers et je me demandais dans quel état j'allais arriver en bas. Mais pourtant, j'étais persuadé que j'allais m'en sortir. Après 2 semaines à l'hôpital, Jeb a pu rentrer chez lui aux États-Unis avec un pied dans le plâtre.
Nous sommes aux alentours d'une marina à Sydney. Un vidéaste filme une course nautique. Particularité de cette épreuve amateur, plusieurs catégories de bateaux s'y affrontent. Seul point commun, tous les participants sont seuls aux commandes de leur bolide. C'est à Carpentras, à 100 km de la mer, que vit Laurent Place, un Français pilote et constructeur de offshore. La course qu'on a vue donc, sur les images, c'est en fait un mix de plusieurs catégories de bateaux qui sont relativement réglés et pour la compétition. C'est pas complètement des bateaux de plaisance, mais il est clair que le fait de faire courir les plaisanciers au jour d'aujourd'hui, c'est très en vogue sur le plateau mondial. C'est pas très professionnel. Et justement, le run touche à sa fin quand tout à coup l'un des bateaux qui est en tête décolle. Son pilote, Malcolm McCall, est éjecté à près de 160 km/h. Si le caméraman n'a pas filmé le début du crash, pour Laurent Place, l'explication est simple. Les 3 bateaux sont vraiment hors de l'eau, donc ça veut dire qu'ils sont vraiment à bloc, à fond les manettes. Et il y a le bateau qui est intérieur sur le circuit qui se laisse surprendre et le bateau s'envole. C'est le problème que rencontre tout pilote de bateau lorsqu'il se retrouve sur un plan d'eau calme. Les vaguelettes sont tellement petites qu'on a une difficulté de faire attention à ce qu'une vaguelette plus grosse que les autres fasse décoller le bateau. Ensuite, l'accident est irrémédiable et surtout pendant la durée de l'envol, on ne peut rien faire pour l'arrêter. Le concurrent accidenté pilotait un bateau équipé d'un V8 américain surpuissant, lui permettant de dépasser les 160 km/h. Le bateau qu'on a vu, en fait, n'est pas utilisé l'équivalent en France, mais par contre, le cockpit de cette OCR correspond particulièrement à ce qu'on retrouve, c'est-à-dire en fait, on a 2 assises sans sécurité, sans harnais, uniquement une petite poignée de maintien. Sur un bateau ouvert, les pilotes ne sont jamais attachés parce qu'en fait, pendant l'accident, ils doivent être éjectés pour avoir une chance de s'en sortir indemne. Malcolm a eu beaucoup de chance car son bateau est retombé à seulement quelques mètres de lui. Juste après l'accident, 2 autres concurrents vont lui porter secours. Inconscient mais vivant, il est hospitalisé avec 6 côtes cassées. Lorsqu'un bateau se lève à la verticale de cette façon, il n'y a plus rien à faire. Les bateaux ouverts surpuissants sont en voie de disparition en Europe. Ils sont remplacés par des bateaux fermés beaucoup plus sûrs. Explication. Aujourd'hui, le fait d'être cockpité, la première utilité majeure, c'est protéger le pilote de l'impact de l'eau. Et la deuxième grosse nouveauté en matière de sécurité, c'est d'harnacher le pilote pour pas que pendant l'impact, il bouge dans le bateau. Et c'est l'ensemble de ces 2 gros éléments de sécurité qui permet que les pilotes maintenant sortent complètement indemnes d'un accident. Ces normes de précaution draconiennes sont obligatoires pour participer aux courses professionnelles. Nous sommes à proximité du passage à niveau de la Nexa au Kansas. Il s'y est produit une incroyable collision il y a quelques jours. L'officier Sarah Vogelsberg était en service ce soir-là. La caméra fixée à bord de son véhicule de patrouille a enregistré une scène rare. Elle a accepté de nous la raconter. J'ai vu une voiture blanche coincée au milieu des rails. Je me suis garée tout de suite et j'ai contacté le central afin qu'il signale le problème et pour qu'il demande à la compagnie ferroviaire de stopper le trafic. Par précaution, j'ai demandé à la conductrice de sortir et j'ai moi-même pris le volant pour essayer de dégager la voiture, mais je n'ai pas réussi à la sortir des rails. Malgré l'heure tardive, plusieurs personnes piquées par la curiosité s'attroupent autour du véhicule coincé. Alors que l'officier Sarah Vogelsberg assure à la propriétaire que les secours sont déjà en route, une sonnerie stridente se fait entendre. Aucun doute, le message n'a jamais été transmis. Le train n'a donc pas pu être stoppé. Les barrières se sont baissées, on a entendu la sonnerie, puis le train est arrivé. J'ai évacué tout le monde le plus loin possible. Le train était lancé à 150 km/h, la collision était donc inévitable. Et voilà ce qui reste de la voiture, un amas de tôle froissée. Saine et sauve, la propriétaire a tenu à remercier personnellement l'officier Vogelsberg pour son efficacité.
Nous sommes aux alentours du Kilauea. Ce volcan, situé sur la plus grande île de l'archipel d'Hawaï, est en constante éruption. Depuis 18 ans, le Kilauea s'épanche en permanence. Selon les spécialistes, il déverserait 400 000 mètres cubes de lave par jour. Autrefois, ces coulées ont détruit des villes entières. Mais aujourd'hui, bien qu'elles soient toujours aussi spectaculaires, elles ne présentent plus aucun danger pour la population. Ces rivières de magma, fluides comme de l'eau, dessinent au fil du temps un nouveau paysage. Certaines d'entre elles se jettent aussi dans l'océan, créant à chaque fois un spectacle explosif. Une équipe de scientifiques américains, dirigée par Carl Tomber, est venue sur le terrain pour observer et analyser le jeune volcan. Cette éruption continue dure déjà depuis longtemps. Mon travail consiste à étudier chaque détail afin de pouvoir mieux comprendre le fonctionnement de ce volcan. Voilà pourquoi nous le surveillons en permanence. Carl apprécie particulièrement ce site appelé le Skylight. À cet endroit précis, la température de la lave dépasse les 1000 degrés. Pour moi, le fait de pouvoir s'approcher aussi près, de sentir la chaleur du magma brûler mon visage, c'est une expérience vraiment unique. Comme vous pouvez le voir sur ces images, Carl prélève un morceau de roche encore brûlante. Il compte bien l'analyser dès son retour et tenter de découvrir de nouvelles informations. Pour cet homme, le volcan hawaïen, qui est pour l'instant le plus actif du monde, représente un objet d'étude passionnant. Un hélicoptère de la télévision de Los Angeles est en train de suivre celui des secours. On les a informés qu'un adolescent prénommé Daniel était tombé accidentellement dans le fleuve. Pendant la saison des pluies, le flux de celui-ci s'intensifie et le courant devient très violent. Harnaché à la taille, le shérif Jim Harrell est descendu lentement jusqu'à Daniel. Le pilote doit non seulement favoriser l'évolution de son confrère, mais aussi surveiller en permanence l'adolescent. Ils n'ont que quelques minutes pour le secourir dans des conditions particulièrement difficiles. Malgré l'eau froide, Daniel parvient encore à se maintenir à la surface et tente même de rejoindre son sauveteur. Arrivé à sa hauteur, le shérif saisit l'adolescent transi de froid. Mais le pilote ne réagit pas tout de suite. Résultat, la tête de Daniel plonge à plusieurs reprises. Le souvenir de ce sauvetage reste pour Jim Harrell un moment intense. Il avait l'air pétrifié. Il avait le regard vide. Je devais avoir l'air aussi ahuri car j'ai vraiment eu peur. Avant ça, je n'avais jamais effectué une mission aussi difficile. Même si ce fut au final un vrai succès, Jim Harrell reconnaît qu'à un moment précis, son intervention a failli mal tourner. On peut voir sur la vidéo que je touche ma tête. C'est un signal universel qui veut dire « remonte-moi vite, sors-moi de là ». À bord de l'hélicoptère, le pilote n'a pas vu tout de suite le signal. Daniel a bu la tasse pendant 15 ou 20 secondes. Un simple malentendu, une petite erreur qui n'a heureusement eu aucune incidence. Daniel s'en est sorti sain et sauf. Le circuit d'Indianapolis est l'un des plus anciens circuits automobiles de la planète. Construit en 1909, il abrite depuis 1911 l'une des plus prestigieuses courses du monde, les 500 miles. Oui, Indianapolis est une des plus vieilles courses au monde sur le circuit tel qu'il est encore aujourd'hui. Mais dès le départ, Indianapolis s'était fait que pour faire une grande course dans l'année, pour avoir un événement international, un peu comme les 24 heures du Mans, voilà. Vainqueur du Grand Prix de Monaco en 1972, Jean-Pierre Beltoise, ancien pilote de Formule 1, n'a jamais couru à Indianapolis. En 1966, c'est devant sa télévision qu'il a suivi le départ de cette course mythique des 500 miles. J'ai toujours suivi les courses d'Indianapolis, mais je dois dire que je n'ai jamais été tenté par Indianapolis. Et en plus de ça, mon coéquipier de chez Mata, Chris Amon, a fait Indianapolis. Il était revenu, il m'a dit c'est un truc de folie complète. Nous sommes en 1966, 33 pilotes parmi les plus célèbres de l'époque vont s'élancer à près de 300 km/h pour 200 tours de circuit, soit 804 km. Le départ est donné, mais au milieu du peloton, un pilote perd tout de suite le contrôle de sa voiture. Le carambolage est alors inévitable. Bon, c'est l'accident typique d'un départ. C'est-à-dire qu'en fait, les 2-3 premiers rangs
de voitures voient devant eux et tous ceux qui sont derrière ne voient absolument pas ce qui se passe devant, puisqu'en fait, étant assis à ras du sol, au départ, il y a toujours un peu de poussière sur la piste, donc il y a toujours un relevé de poussière qui fait un léger brouillard, et puis surtout, dès qu'il y a 10 voitures devant, on ne voit pas à 3 mètres. Donc, pour une raison quelconque, 2 voitures s'accrochent, et il est certain que quand on a des roues extérieures, 2 voitures ne peuvent pas se toucher, parce qu'à ce moment-là, d'abord, elles s'engrainent l'une dans l'autre. C'est-à-dire que c'est 2 morceaux de caoutchouc qui tournent, bien entendu, en sens inverse. C'est très violent, la voiture part dans le mur, et donc derrière, c'est le rideau, on ne voit rien. Les pilotes qui sont derrière n'ont absolument pas le temps de réagir. C'est une véritable hécatombe, 11 voitures sont détruites, des pneus volent dans tous les sens et les pilotes cherchent à s'abriter le plus vite possible. Derrière le grillage, dans le public, c'est la stupéfaction. Alors vous savez, quand c'est comme ça, la première des choses, c'est que souvent le pilote se met à l'abri. Voilà, il court pour... Vous voyez, il passe de l'autre côté, il se met à l'abri d'une autre voiture qui pourrait arriver, parce qu'en fait, le pilote n'a pas forcément l'analyse de ce qui se passe derrière. Et après, il revient. Parce qu'une fois qu'il a vu que tout danger est écarté, il se dit, peut-être que ma voiture peut repartir. Malheureusement pour ce pilote, sa voiture ne repartira pas et les mécaniciens vont neutraliser tout risque d'explosion à coups d'extincteur. En 1966, les normes de sécurité n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Jean-Pierre Beltoise se souvient. Il est vrai qu'à l'époque, c'était très dangereux, beaucoup plus que maintenant. Il n'y a pas de casque intégral. Les combinaisons anti-feu, c'était le début des combinaisons anti-feu. On était moins bien attachés, mais surtout les voitures brûlaient souvent en cas d'impact. Et en Formule 1, entre les années 68 et 74 ou 75, dans l'époque où je courais, je sais qu'il y a eu entre 2 et 3 grands pilotes par an qui se sont tués. C'est-à-dire que pratiquement vous aviez, en 6 ans de carrière, une chance sur 2 de vous tuer en faisant une carrière de pilote de Formule 1. Mais heureusement, ce jour-là, il n'y a eu aucune victime. Il n'y a pas de choc de plein fouet, toutes les voitures vont ensemble. Même si elles tapent dans le mur, elles tapent avec un angle relativement faible. Donc c'est pas de plein fouet. Deuxièmement, les pilotes automobiles sont des sportifs accomplis, qui ont tous des muscles énormes. Et en plus, ça, ils sont vigilants. Et quand il y a le choc, ils sont tendus. Et cette masse musculaire retient une partie de la tête, retient beaucoup de choses sur le corps. Sur les 33 voitures engagées, 22 ont pu reprendre le départ dès que la piste fut déblayée. Après cette course mouvementée, seules 7 d'entre elles franchiront la ligne d'arrivée. Et cette année-là, c'est le Britannique Graham Hill qui est sorti, grand vainqueur. Voici un nouveau skateboard révolutionnaire qui permet à tous les fondus de la glisse de pratiquer leur passion toute l'année et partout. En fait, c'est assez simple. Même les débutants peuvent en faire. Les gens pensent que je suis fou. Mais avec ça, vous pouvez facilement affronter tous les pièges de la nature. Les arbres, les rochers, les crevasses. Jason Lee est un ancien champion du monde de snowboard. Avec son ami Patrick McConnell, il a conçu ce skateboard tout-terrain en 1993. Cet engin qui s'inspire du surf et du skate reste encore confidentiel et marginal. Mais selon ses inventeurs, il réunit tous les atouts pour conquérir les jeunes riders confirmés et les amateurs de sensations fortes. Seul l'équipement est identique à toutes les autres disciplines. Casque et genouillères sont fortement recommandés. Et ensuite, libre à vous de dévaler le site de votre choix ou d'inventer de nouvelles figures. C'est dans le Pacifique Nord ou encore en Antarctique qu'on peut rencontrer l'éléphant de mer. Habitué au grand froid, il est difficile de le ramener sur notre continent. Actuellement, il n'y en a pas un seul en Europe. Cependant, des scientifiques français étudient cette espèce. C'est le cas de Christophe Guinet, que nous avons rencontré dans son laboratoire. Alors ici, nous sommes dans un laboratoire du CNRS où une dizaine de chercheurs et une vingtaine de techniciens, une quinzaine d'étudiants consacrent leur temps et leur énergie à étudier des oiseaux et des mammifères marins, dont les éléphants de mer. Ici, donc au laboratoire, on est là pour analyser les données qu'on a récoltées sur le terrain. On les ramène ici, on les exploite pour savoir comment vivent ces animaux, de quoi ils se nourrissent, comment ils se reproduisent. L'éléphant de mer est un animal impressionnant. Si le poids de la femelle est rarement supérieur à 600 kg, le mâle, lui, bat tous les records puisqu'il pèse au moins 3 tonnes. Si on le nomme éléphant de mer, c'est bien entendu à cause de son poids, mais pas seulement. Le nom d'éléphant de mer vient en fait d'un appendice qui est sur le nez, en fait cette trompe, et qui a une fonction bien particulière. En fait, c'est un amplificateur. Et en amplifiant le son, ils disent je suis plus gros.
Être le plus fort est pour le mâle primordial. S'il est le plus gros, il deviendra le dominant et sera le seul à avoir accès aux femelles et à l'accouplement. C'est une espèce qui forme des harems. Un mâle va s'accoupler avec au minimum une dizaine de femelles et dans certains cas, on a des harems jusqu'à une centaine de femelles. Si les autres mâles veulent à leur tour accéder aux femelles, ils n'ont qu'une solution, engager un redoutable combat contre le dominant. Donc vous voyez là, ces éléphants de mer vont se faire plus grands, vont se redresser et se donnent en fait des coups de dents. Alors les dents d'éléphants de mer, ça mesure quand même 4 à 5 cm de long et ils vont se déchiqueter la gorge. Mais ces combats sont rarement fatals. Et s'ils ont lieu, c'est uniquement pour conquérir la femelle. Contrairement aux apparences, ce sont des animaux passifs qui ont comme occupation principale de dormir toute la journée. Les seuls hommes qu'ils rencontrent sont les scientifiques venus les étudier. Et même si avec eux, ils sont inoffensifs, il vaut mieux rester sur ses gardes. Une chose est sûre, c'est que si vous faites saisir par un mâle, il y a toutes les chances qu'il vous tue. Il est tellement puissant, une morsure d'éléphant de mer serait, de mon point de vue, fatale. Son élément naturel, c'est l'eau. S'il revient à terre, c'est pour une courte période d'1 mois. Le mâle dans le but de procréer et la femelle pour mettre bas. 2 à 3 jours après leur arrivée à terre, elles mettent bas. Un petit unique, donc elles n'ont qu'un seul petit, donc on voit là sortir du ventre de la mère. Et ce petit, à la naissance, pèse une quarantaine de kilos. Là, il y a tout de suite un phénomène de reconnaissance, c'est que la mère va essayer de reconnaître son petit. Il y a des liens qui vont être créés. Le système de reconnaissance, c'est avant tout acoustique. Il y a l'odeur aussi qui joue, mais aussi le cri. Pendant 3 semaines, la femelle va alimenter en continu son petit. De son ventre sort un lait très riche, équivalent à de la crème fraîche. De 40 kg à la naissance, 3 semaines plus tard, le petit en pèsera 120. Alors là, sur ces images, on peut voir ce petit là qui tète quasiment jusqu'à plus soif. Il en a tellement ingurgité qu'il ne peut plus en ingurgiter plus. Et hop, là, voilà, il y a eu un renvoi de lait, quoi. Mais le petit constitue ses provisions, car si sa mère y est très attachée, cela ne dure que 3 semaines. Après, elle va tout simplement l'abandonner. Chacun repartira en mer de son côté vers de nouvelles aventures.